Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce test du Fujifilm X-H2, un appareil photo qui est assez difficile à décrire parce que autant il séduira pas mal de personnes parce que pour 2240 €, on a d'habitude que des pleins formats et encore, on a certes le super nouveau Panasonic S5 Mark II, mais après on a l'A7 III. Et le R6 reste encore quand même un petit peu cher et il faut vraiment aller au-dessus pour avoir un A7 IV ou un R6 Mark II, mais avec ça on a du 40 millions de pixels, du 8K qu'on trouve sur des appareils photo 2 fois plus chers comme le R5 ou 3 fois plus cher avec le Z9 et encore plus cher si on prend le A1 en compte, et donc c'est déjà très bien de ce côté-là. Cependant, cette ergonomie-là ne séduira pas tous les fugistes. Si vous voulez un package ultime avec ce 40 millions de pixels, étant utilisateur Fuji, bien sûr, il faudra prendre ça. Mais si vous préférez l'ergonomie Fujifilm en général, enfin l'ergonomie moderne, parce que ça reste une ergonomie Fuji, on verra ça dans ce test, et bien vous lui préférez le Fujifilm X-T5, bien qu'il ait été downgradé, et il est plus maintenant du moyenne gamme que cette gamme Pro que propose le X-H2. Donc, on va essayer de se retrouver là-dedans, et bienvenue dans ce test du Fujifilm X-H2. Pour commencer, je vais parler de l'ergonomie, et donc déjà ça polarisera, comme je vous l'ai déjà dit, les utilisateurs Fujifilm. Mais ce que je peux dire, c'est que cette ergonomie est très réminiscente de Fujifilm avant qu'ils fassent leur monture X. Avant ça, ils utilisaient des boîtiers Nikon avec des capteurs Sony pour faire leur propre Fuji qui était la série des S, notamment le S3 et le S5, qui étaient sur des boîtiers, notamment je crois que c'était le S5, c'était le D200 si je me trompe pas, et ou le D300. Et il y avait un capteur 12 millions de pixels qui était séparé en deux, donc 6 millions de pixels pour avoir de la dynamique dans les hautes lumières et les basses lumières. Certains pixels utilisant, donc c'est un peu le même principe que le DGO de chez Canon, et donc c'était une ergonomie comme ça, donc deux molettes, réglage, vitesse, ouverture, hérité des réflexes argentiques puisqu'on ne réglait pas les ISO, mais du coup on avait d'accord même pas forcément de bouton dessus, il fallait le régler via un autre bouton ou comment le paramétrer soi-même sur le boîtier, et donc c'était ça l'ergonomie Nikon à l'époque. Et comme on avait les AFD, et ben ça correspondait parfaitement à cette ergonomie qu'a le Fujifilm X-H2. Bien sûr, il y a des ajouts modernes, mais on verra ça dans cette partie ergonomie. En premier, un des trucs qui me fait un peu tiquer, c'est les ports de carte. Alors vous allez dire, c'est bien d'avoir des SD, mais sur un appareil photo qui fait 40 millions de pixels, qui fait de la 8K, qui fait du ProRes, et plein de choses qu'on verra dans la partie vidéo, et ben il semble que les deux cartes auraient été, à mon avis, mieux en étant CF Express de type B. Et si vous n'avez jamais vu mes vidéos, je vais vous montrer pourquoi. Parce que, par exemple, ça, donc, on a souvent tendance à dire, les CF Express, ça surchauffe, c'est trop cher. Ça surchauffe parce que ça prend des débits beaucoup plus gros. Si vous prenez ce qui est disponible pour la carte SD dans ce boîtier, une SCF Express de type B, ça ne surchauffe pas. Et comme vous voyez ici sûrement, hop, s'il veut bien faire la mise au point ici, c'est une 512 Go, alors avec une vitesse de base donc supportée de 800 MO par seconde, c'est ce qui correspondrait à votre V90 sur une SD, c'est 90 MO par seconde supporté, mais là on a 800. 512 Go pour 230 €. Et vous allez me dire, c'est plus cher qu'une SD V90. Oui, certes, mais une SD V90, c'est pour la meilleure. Une engine Jailbird aussi, c'est 260 MO par seconde. Et ça reste en V90. Donc par exemple, des appareils photo comme les Sony ne les liront jamais comme des 260 MO par seconde en vitesse supportée. Et du coup, là, on a un package où on a 512 Go avec 800 MO par seconde en vitesse supportée. Et si vous n'êtes pas convaincu, une SD de 512 Go en V90, c'est dans les 600 €. Je peux encore vous mettre une image ici, ce que j'ai déjà fait sur mon test du Canon EOS R3. Mais voilà, ça aurait été bien là-dessus d'avoir deux ports de CF Express de type B, parce qu'on va voir que ça pose des problèmes pour faire de l'hybridation photo et vidéo. Si vous faites l'un ou l'autre, si vous voulez pas enregistrer sur deux cartes, ça ne vous posera pas de problème, mais voilà, c'est un petit truc que j'ai contre le boîtier, c'est ce fait qu'on ait ces cartes, voilà. Après, ce sera bien si vous êtes dans le désert, vous n'avez plus de cartes, vous avez perdu, ou vous avez besoin de cartes parce que vous avez enregistré trop de choses. Une SD, ça permettra d'assurer le shoot, mais là-dessus, il faudra des V90, à part si vous faites de la photo, pas en rafale. Donc pour commencer, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la même batterie. Enfin, pour commencer,
on a déjà bien commencé. La NP-W235 qu'on trouvait sur le Fujifilm X-T4, et dans mes tests, elle est vraiment très très bonne, puisque voilà, c'est un peu le standard qu'a imposé Sony, donc on va voir ça en vidéo, mais en termes de temps d'enregistrement, c'était déjà vraiment très très bien, et donc pour faire de la photo aussi, ce sera très bien cette batterie. Donc c'est une 2200 mAh en 7,2, donc un truc standard, c'est la même chose que sur le Panasonic S5 Mark II, pratiquement la même chose que sur le R5, enfin le R5 et le R6, et sur le A7 IV et tous les autres Sony avant lui, à partir du A7R3. Ce qui sera encore plus intéressant avec ces batteries, c'est comme ses sœurs, celles de Panasonic et de Sony, je ne sais pas forcément sur le R6 Mark II, mais pas sur le premier R6, on va avoir l'utilisation de la Power Delivery, mais une Power Delivery, contrairement par exemple à Canon, qui sera beaucoup plus simple. Donc ce sera 5 volts 3 ampères, donc ça veut dire que la plupart des Power Delivery peuvent charger cette batterie tranquillement, et ça va assez vite au final, c'est très bien. Le seul truc qui est dommage, c'est que c'est livré sans chargeur. Alors le chargeur Fujifilm est vraiment très bon, il coûte un petit peu cher, mais c'est pas aussi abusé que le chargeur Panasonic par exemple pour les BLK22, donc celle du Panasonic S5, du coup ça permet de charger deux batteries en simultané avec l'utilisation de la Power Delivery ou de l'USB-C en général, donc c'est vraiment très bien, ça vous permet de shooter avec votre appareil photo pendant que vous chargez des batteries et pas avoir à mettre la batterie dans l'appareil photo et attendre de l'avoir chargé, et donc c'est pour ça que pas donner le chargeur avec les appareils photo, c'est un peu problématique maintenant. Après, il se peut qu'il y ait beaucoup de chargeurs comme ce Patona qui puisse marcher sur le Fujifilm, donc regardez un peu ce qui se passe, mais moi j'ai pris celui de chez Fujifilm et marche vraiment très très bien de ce côté-là. Donc voilà, pour moi la batterie est très bonne, l'autonomie est très bonne, on verra ça en vidéo. Et puis voilà, en termes de port, on est vraiment très très bien fourni sur le boîtier parce qu'on va avoir tout ce qu'il faut là où il faut. Donc on va avoir l'USB-C, l'HDMI, plein format, donc ça fait vraiment plaisir. Le micro et le casque avec des portes qui sont séparées, donc le port casque chez Fujifilm n'était jamais assuré, mais ici vous l'avez, donc c'est vraiment très bien. Et pour le flash, on a une synchro flash, mais ce sera toujours mieux de passer par la griffe avec des contacts dédiés qui seront bien meilleurs de ce côté-là, mais voilà, on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Et en plus, vous l'avez pas vu ici, mais on a aussi notre port télécommande qui est au meilleur endroit qu'on puisse trouver, c'est de l'autre côté. Donc en fait, lorsque vous êtes sur un L-bracket, vous n'avez pas à vous embêter avec la télécommande, vous la mettez directement ici. Et comme c'est du jack 2.5, ça sera compatible avec beaucoup d'accessoires d'intervallomètre. Mais le cas échéant, moi j'utilise un intervallomètre qui utilise des jack 2.5, donc vous pouvez adapter le câble le moins cher du marché dessus, donc c'est vraiment très très bien de ce côté-là. Et puis voilà, pour les ports, ça marche bien sur ce boîtier. Les displays sont vraiment très bien, c'est voire le seul APS-C, c'est le seul APS-C à avoir un viseur de qualité professionnelle comme sur le R3 par exemple. On a la même dalle à l'intérieur de 5,64 millions de points. Après, les optiques sont faites par Fujifilm, je les trouve intéressantes parce qu'elles sont bien meilleures que ce qu'il y avait sur le X-T4 à l'époque. Le problème du X-T4, c'est que les porteurs de lens ne pouvaient pas forcément l'utiliser correctement parce qu'il fallait être bien au centre, et dès que vous allez sur les côtés ça devenait flou et puis il y avait un peu de l'aberration chromatique, c'était un peu distordu. Là on a le grossissement de 0,80 et ça marche plutôt bien. Par contre j'ai noté une chose, lorsque moi j'ai eu mon boîtier, c'est peut-être pas le cas du vôtre mais vérifiez au cas où, j'étais à la dioptrie minimum. En fait ce que ça fait c'est que ça diminue le grossissement et j'étais à un grossissement plus petit dans les 0,70 voire un petit peu moins, et donc il n'y a pas de cran vous indiquant le centre. Donc ce qu'il faut faire pour arriver à la dioptrie normale, pour le regard humain sans lunettes, sans problème de vue, c'est d'arriver au centre. Et il y a 24 crans. Donc ce qui est facile, c'est que si vous êtes à un extrême, vous arrivez à un extrême et vous passez 12, et donc vous arriverez au centre, et donc vous aurez le grossissement de 0,80. L'écran arrière est à 1,800 millions de points. C'est le standard moderne, c'est très très bien. Sony reste en dessous, mais les autres fabricants comme Canon
et Panasonic sont sur le même standard. C'est un écran assez bon. Le seul truc que je vais trouver dommage, c'est qu'on parle très peu de ça, mais de la gestion logicielle, de la façon de montrer les choses dans l'écran. Pour viser, c'est très bien, mais par contre, lorsque vous regardez vos images après coup, c'est notablement pas net, et donc vous pourriez vous étonner en l'utilisant d'avoir un capteur de 40 millions de pixels qui n'a pas l'air net. Regardez vos photos sur l'ordi pour vous faire une idée. Mais donc, pour le focus critique ou pour voir si, comme c'est un capteur 40 millions de pixels, le micro bougé se voit, eh ben, il faudra avoir beaucoup d'exercices là-dessus. Ça ne se voit pas automatiquement. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on va voir pas tous les détails, mais par exemple, certains petits poils qu'on voit pas sur d'autres types de capteurs plus faiblement définis se voient. Donc c'est une expérience pas forcément très très bonne, malgré le superviseur qu'il y a dessus. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Je sais pas si ça peut se corriger par firmware, mais voilà, en prise de vue c'est génial, mais pour voir ces photos, c'est pas forcément la meilleure chose qui existe. Maintenant parlons voilà, de l'ergonomie générale. Moi j'ai pas de problème là-dessus, sauf que étant hérité d'appareils photo de dernière génération argentique de chez Nikon, parce que même encore aujourd'hui, au final, les mirrorless Nikon n'ont pas 3 molettes, comme ce qu'avait inauguré Sony, qui avait pris une partie Canon, une partie Nikon, pour avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir régler à la fois la vitesse, l'ouverture et les ISO. Là, c'est pas possible. On sera forcément sur un bouton pour régler les ISO. Ce qui sera intéressant, c'est que tous les boutons programmables, ils sont pas tous programmables, et tous ceux qui sont programmables, contrairement à Canon, vous pourrez programmer absolument ce que vous voulez dessus. Le seul petit problème qu'on va avoir avec le XH2, c'est que déjà on n'a pas de switch photo-vidéo, donc vos modes custom qui sont au nombre de 7, c'est très intéressant. Si on avait eu un switch photo-vidéo, on aurait pu en avoir 14, ce qui aurait été très bien. Mais le plus gros problème là-dessus, et je ne le comprends pas, c'est que la personnalisation est à la fois photo et vidéo. Donc si vous réglez tous vos paramètres sur les touches du boîtier, il faudra que ça prenne en compte, si vous êtes utilisateur d'appareils photo hybride pour faire de la photo et de la vidéo, que ça prenne tous vos paramètres photo et vidéo. Si vous êtes que photographe ou que vidéaste, il n'y aura aucun problème là-dessus, vous pourrez régler comme vous voulez le boîtier pour avoir les outils qui sont disponibles, du moins dans le boîtier Fuji. Mais là, c'est absolument problématique. Et le gros problème que ça pose, c'est que du coup, vous allez avoir des paramètres en photo qui seront indisponibles, et donc des touches qui ne serviront à rien, puisque ce sera des choses juste disponibles en vidéo. Et de ce côté-là, l'ergonomie n'a pas forcément été bien pensée, même pour ce qui fonctionne sur les deux. Laissez-moi vous expliquer ça. Je vais prendre l'exemple de l'autofocus. Alors, ce qui est assez compliqué chez Fujifilm, c'est qu'on a un menu zone et un menu mode. Mais menu mode sert à sélectionner des zones, mais un peu moins précisément que le menu de zone. Sauf que le mode de zone, enfin le mode autofocus, est disponible en photo et en vidéo, mais pas le menu de zone. Alors, pour vous expliquer un peu, le menu zone, c'est celui, là, usuellement chez Fujifilm, lorsque vous cliquez et que vous tournez vos molettes. Voilà, donc c'est ce mode-là. Et du coup, sur le XH2, eh ben, on a le suivi qui n'est disponible que dans les zones AF, et pas dans le mode. Sauf que comme il n'y a pas de suivi dans le mode vidéo, eh ben, il n'y a besoin que d'avoir le mode. Donc moi j'ai mis le mode de zone, c'est assez compliqué, sur un bouton ici pour la photo, mais j'ai mon mode ici autofocus qui est là juste pour la vidéo, et donc ça rend les choses un petit peu compliquées, et ça fait que il y a un bouton qui me sert pas en photo parce que je l'utilise pas, et un bouton qui est inutile en vidéo, et il y a plusieurs choses qui vont se retrouver comme ça. Par exemple, vous avez un zoom numérique x2, vous pouvez l'activer donc directement faire x2 en vidéo, soit vous pouvez zoomer tranquillement, et donc moi j'ai mis 2 touches là, sauf que du coup ça ne marchera pas en photo, et inversement, il y a plein de paramètres qui ne marcheront pas en vidéo. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là pour ce qui est de la, de la photo et de la vidéo, puisque je ne vois pas pourquoi Fujifilm, vous n'avez pas fait une personnalisation pour chacun des univers, puisque ça ne vous pose pas de problème de quand l'appareil photo switch en photo en vidéo, il sait très bien qu'il est en photo en vidéo, puisque les menus changent, donc l'ergonomie aurait pu changer en elle-même, mais c'est pas le cas ici. Après, pour ce qui est des choses intéressantes, j'aime bien comment est organisé les modes custom dans le menu.
puisque à chaque fois vous arrivez usuellement et vous enregistrez vos modes custom, sauf que là, à chaque fois que vous modifiez, vous pouvez directement aller dans le menu pour enregistrer juste les modifications qui sont faites sur ce menu-là. Et puis même les modifications, tant que l'appareil photo est allumé, alors c'est assez étrange parce que quand il se met en veille, les modifications s'enlèvent, mais tant que l'appareil photo est allumé, vous pouvez laisser des réglages sur un mode custom juste pour le moment où vous voulez vous en servir, éteindre l'appareil photo, et revenir, et c'était les réglages d'avant. Mais par contre, vous pouvez passer C5, C6, si l'appareil photo reste allumé, ce qui était réglé en C6 restera réglé tant que vous n'avez pas éteint l'appareil photo. Et après, si vous aimez les réglages, vous pouvez les enregistrer dans le menu custom. Et vous pouvez aussi nommer vos modes custom, ce qui est assez intéressant pour savoir ce qu'il y a dedans. Par exemple, si vous avez de la 4K, de la 8K ou quoi que ce soit, et que vous en souvenez plus parce que vous utilisez d'autres appareils photo, eh ben, vous pouvez, ou vous prenez l'appareil photo de quelqu'un d'autre, eh ben, vous pouvez savoir directement s'il est nommé, ce qu'est censé faire le mode custom. Donc c'est vraiment très très bien de ce côté-là. Après, pour ce qui est des menus, alors c'est toujours très dur de parler de menus dans un appareil photo, parce que y a des gens qui vont voir ça évidemment en mode, mais non mais moi, je suis chez Canon, c'est toujours mieux. C'est jamais aussi évident que ça, puisqu'on est toujours habitué, souvent, aux premiers appareils photo qu'on a utilisés ou aux appareils photo qu'on a utilisés le plus longtemps. Moi, j'ai pas ce problème-là, j'utilise Canon, Fuji, Sony tout le temps, et la prochaine fois que je testerai un nouvel appareil photo, si je testais Pentax, Panasonic ou quoi que ce soit, eh bien, je m'habituerai et j'irai juste chercher ce que j'ai besoin dans l'appareil photo, et ça se passerait tout seul. Il en reste que c'est pas la meilleure ergonomie qui existe sur le marché, pas forcément sur l'organisation des menus, c'est aussi un peu fouillis comme l'était Sony avant, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, donc voilà, c'est généreux, c'est intéressant, sauf qu'il y a un gros problème, c'est que les traductions sont très mauvaises, et des fois les traductions ne sont pas faites. Par exemple, il y a des trucs qui sont assez mineurs, des fois vous avez des réglages d'intensité, vous allez avoir fort, faible, et d'un coup vous allez tomber sur strong et weak, donc ça n'a pas été traduit. Et par exemple, dans le menu Wi-Fi, dans le Bluetooth, et ben vous avez un truc qui est marqué en allemand. Il n'a pas été traduit. Et des fois, il y a des fautes, vraiment de gros français, des oublis de lettres. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage, ça fait pas fini. C'est un appareil photo professionnel de chez Fujifilm, hein, je vous le rappelle. Et puis voilà, donc faites bien attention dans les menus. Attendez-vous à ce que ce soit un petit peu étrange. Donc on a fini cette partie ergonomie. Et on va pouvoir passer maintenant à la partie photo. C'est une anomalie. Pour parler de ça, bien évidemment, c'est parce qu'il a un capteur de 40 millions de pixels en APS-C. On pensait tous que ce serait pas possible, ou du moins pas possible pour l'instant. Alors certes, la diffraction sera quand même assez prononcée sur un capteur de ce type-là, mais mon Dieu, même avec les objectifs qu'on a aujourd'hui, ça marche vraiment très très bien. Il y a vraiment des objectifs qui sont faits pour vraiment donner tous les mégapixels de cet appareil photo. Et là, on va détruire un mythe, c'est que mettre une optique moyenne sur un 40 millions de pixels ou sur un truc de haute définition ne détruit pas l'optique. L'optique, ça ne se voit pas comme un absolu en soi. C'est genre, ça a une transmission, et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'une optique a un espèce de pourcentage de définition qui donne à votre capteur. En gros, c'est très très simplifié. Et du coup, peut-être que ce ne sera pas des résultats top, mais il en reste, comme c'est un pourcentage, si vous mettez une optique qui n'est pas vraiment piqué sur un 26 millions de pixels, ce sera toujours meilleur sur un 40 millions de pixels. C'est physique, c'est comme ça, et encore pire, si vous pensez juste imprimer sur la même taille que vous aviez de papier avant, par exemple, le capteur 40 millions de pixels sera meilleur. Les pixels étant plus petits, le bruit, quand la photo sera mélangée, puisque vous aurez une définition plus faible, sera meilleur. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez la voir. Et voilà, elle sera ici si j'oublie pas, ou de l'autre côté, je me souviens un peu, je crois que c'est de ce côté-là. Mais je sais pas si je suis en symétrie là, donc non, ça va être de ce côté-là. Mais voilà, il n'y a pas de problème, vous pourrez utiliser toutes les optiques que vous voulez. Vous aimez une optique qui est un petit peu vintage, ça marchera toujours super bien avec le 40 millions de pixels, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste, le problème, c'est de toujours essayer de zoomer ces photos à 100%, et bien évidemment, qu'un capteur de 40 millions de pixels, vous zoomez plus loin dans les détails, et donc c'est cracra tout le temps, mais c'est tout le temps cracra avec n'importe quelle optique au final, même les meilleures
Et donc voilà de ce côté-là. Il en reste que ce capteur est vraiment très bon pour une chose, c'est que on pourrait penser qu'il serait très mauvais en haut ISO et tout cela. Eh ben, il fait pratiquement jeu égal avec le capteur du X-H2S et en plus, il bénéficie, enfin, le X-H2S ne bénéficie pas d'une augmentation en termes d'ISO disponible. Donc ça veut dire que vous pourrez faire à peu près la même chose, même si vous aurez au bout d'un moment quand même des performances moins bonnes sur un capteur aussi défini, et ben vous avez quand même les mêmes ISO. Donc vous pouvez faire la même chose. C'est pas comme si vous preniez un A7S3 où logiquement vous avez plus d'ISO disponible. Donc par défaut, même si un capteur plus défini fera des meilleures photos, et ben comme vous avez plus d'ISO disponible, vous aurez plus de possibilités. Là, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez juste, si vous hésitez entre le X-H2 et le X-H2S juste pour la performance en basse lumière, eh ben vous pouvez prendre cet appareil photo-là, il sera un petit peu moins bon, mais pas si mauvais que ça. Et donc voilà, de ce côté-là. Il en reste que voilà. Pour revenir aux cartes et des problèmes que j'ai avec le boîtier, c'est que moi je sépare l'enregistrement photo et vidéo. Et donc je privilégie surtout comment dire ça, la carte qui a besoin le plus, enfin le média qui a besoin le plus de la carte la plus rapide. Par exemple, sur la 7 IV, j'ai pas besoin de ma CF Express de type A pour faire de la vidéo. Donc elle reste en photo pour avoir un buffer illimité. Ici, si je veux faire du 8K ProRes, je suis obligé d'avoir la CF Express de type B qui est utilisée pour ça. Et la SD pour faire de la photo, c'est absolument pas terrible là-dessus. Pas que le buffer puisse pas se remplir avec un nombre de photos suffisant, mais dès que vous arrivez avec une V90 standard, hein, moi je sais pas ce qu'elle a comme vitesse, donc de base je dirais 90 MO par seconde, et ben j'arrive quand même à faire 75 photos avec cette carte-là. J'ai un petit tableau ici de ce que ça donne aussi avec la CF Express de type B. Mais le temps pour récupérer le buffer et la capacité de prendre des photos est très très long, et c'est comme le A7R4 où vous ne pouvez rien faire tant que l'appareil photo n'a pas enregistré toutes ces images. Et puis même si vous essayez un peu trop de le tripoter, ça peut corrompre les fichiers. Donc voilà, il y a un petit problème de ce côté-là. Et il y a encore un autre problème du coup, dû à ça, c'est que si vous utilisez le pré-shot, n'utilisez pas la carte SD. Je vous le dis tout de suite, c'est genre moi je ne sais pas combien de temps ça met pour vous dire, pour s'enregistrer sur une carte SD, le pré-shot. Parce que au bout de 5 minutes, j'ai toujours éteint l'appareil photo, et donc j'avais pas toutes les images, j'en avais certaines. Il en reste que c'est vraiment très intéressant d'avoir un mode pré-shot là-dessus, mais faites attention de prendre votre CF Express de type B pour faire ça. Et donc voilà, c'est, comment dire ça, encore une fois, les cartes, je trouve que 2 CF Express de type B auraient été assez géniales, et encore une fois, ça ne vous aurait pas coûté plus cher, parce que vous êtes obligé d'utiliser au final les cartes les plus, comment dire, élevées en SD, donc les plus chers, et le 800 MO par seconde, ça suffit en CF Express de type B, donc vous vous retrouverez avec 400 € de carte pour avoir un espace assez décent, puisque je vous ai montré que moi j'ai 128 en SD, enfin pas en SD, je vous avais pas montré, 128 SD et 512 en CF Express de type B, donc voilà, ça fait déjà pas mal pour prendre des photos. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant sur tous les Fuji depuis un moment, mais j'en entends jamais parler, c'est l'utilisation des types d'obturateurs sur ce boîtier. Donc vous allez me dire, on a l'obturateur électronique, l'obturateur mécanique, l'obturateur électronique premier rideau, pour, en théorie, faire moins de shutter shock. Déjà, l'obturateur est assez génial, c'est le même que le XT4, et en termes de mouvement, eh ben, il est très très doux, donc c'est vraiment très très bien. C'est pas comme l'obturateur de la 7 IV que je déteste, hein, si je l'ai jamais dit, mais voilà, c'est un problème que j'ai avec ce boîtier, c'est son obturateur mécanique, et du coup là c'est très doux, mais c'est pas de ça dont je veux parler, c'est que vous pouvez mettre des modes mixés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous pouvez mettre le mode obturateur mécanique plus électronique. Si vous vous dites, j'ai trop de rolling shutter, ce qui sera un problème sur ce capteur bien évidemment, eh ben je veux au maximum de l'obturateur mécanique. Mais attends, ce boîtier peut faire 1/160 millième de seconde. Et donc comment j'atteins cette vitesse-là? Eh bien, vous pouvez être obturateur mécanique sur la plage qui va être de 30 secondes à 1/8 millième de seconde. C'est un petit peu compliqué à dire. D'ailleurs, je crois qu'il peut aller plus loin aussi dans l'autre sens. Et après, de 1/8 millième de seconde, donc 1/16 millième, jusqu'à 1/160 millième de seconde, ou 180, je crois que c'est 180 millième de seconde, eh ben, c'est l'obturateur électronique. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et vous pouvez faire ça aussi avec le premier rideau, mais je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça.
Et donc voilà, c'est vraiment le meilleur appareil photo pour les modes d'obturation disponibles. Alors certes, si vous avez le XH2S, ça ne sera pas très utile, mais sur le XT5 ou le XH2, c'est vraiment une bonne option d'avoir ça ici. Donc ce qu'on aura aussi en plus, c'est plein de modes de bracketing différents. On en a à l'appel, bracketing de mise au point, bracketing si vous faites du JPEG, de simulation de film. Ça, c'est un truc vraiment très intéressant. On aura les modes panorama. On a vraiment plein de choses. On a aussi le mode pixel shift là-dessus qui vous permet d'avoir des photos de 40 mégapixels x 4, donc 160 millions de pixels, sauf que vous devez faire les photos sur pied et il les assemble pas directement dans le boîtier et vous avez 20 photos à faire. Donc vous avez plusieurs modes, rapide, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Et je ne sais pas à quoi servent ces modes-là, mais vous les avez le cas échéant, mais il faut savoir qu'il faut un logiciel pour pouvoir assembler ces images, ce qui peut être assez pénible et ce sera sensible au mouvement. Donc voilà, votre trépied devra être très très stable, ce qui arrive dans quasiment aucune situation, parce que il y a des trains, il y a des voitures, voilà. Tout fait un petit peu bouger votre caméra, même si vous l'avez sur trépied. Donc soyez au courant si vous voulez cet appareil photo juste pour le mode Pixel Shift, mais ça marche vraiment plutôt bien. Ensuite, on va avoir un mode intervallomètre qui a l'intérêt de juste avoir dans le menu l'intervalle et le nombre de secondes, ce qui n'est pas forcément le cas. Des fois, il faut régler l'exposition à l'intérieur alors qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir besoin comme exposition. Là, c'est bien, on peut tester et après arriver dans son menu mettre intervallomètre et ce qu'on veut, et ça ne change pas les réglages qu'on a à l'extérieur du boîtier, et donc voilà, on peut faire son intervalle, ses photos à intervalle, et c'est un système que je trouve vraiment très très bien. Après, vous attendez peut-être ce que je pense de l'autofocus du boîtier, et moi j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif sur le boîtier. L'autofocus n'est pas parfait, on en parlera justement tout de suite, mais de manière générale, je le trouve vraiment très très bon. Moi, j'utilise tout le temps mes boîtiers que en AFC et je n'ai aucun intérêt à prendre l'AFS. Je ne vois pas à quoi ça sert. Avec le bouton iPhone, il suffit pour faire l'AFS d'arrêter d'appuyer sur le bouton et c'est bon. Donc voilà, moi je trouve pas ça intéressant. Donc voilà, tous mes tests ont été faits en AFC. Donc le mode le plus demandeur pour l'appareil photo et il s'en est vraiment très très bien sorti. Comme il a un capteur de 40 millions de pixels, et au final c'est l'appareil photo le plus précis parce que c'est que les moteurs autofocus se basent sur des photosites beaucoup plus petits. Parce que si vous ne le savez pas, un autofocus hybride qui n'est pas un système Canon dual pixel prend certains photosites qu'ils enlèvent de la matrice du capteur qui sont recalculés après. Bon, voilà, c'est un processus physique, mais voilà, l'autofocus est ça pris par-ci par-là, et donc plus vous avez un capteur défini, c'est aussi le cas sur Canon bien sûr, plus vous avez un capteur défini, et plus ce sera précis. Certes, après vous avez des problèmes de sensibilité, on va dire ça comme ça, mais voilà, l'autofocus est vraiment très très précis sur ce boîtier et c'est vraiment très agréable pour un Fujifilm, puisque c'était le principal défaut que j'avais à donner au Fujifilm X-T4 et ce qui m'a fait l'abandonner, c'est son autofocus qui était vraiment, vous arriviez sur une cible, c'était net, mais d'un coup, hop, l'appareil photo se mettait à devenir un petit peu fou. Donc dans n'importe quel des réglages, en photo, c'est vraiment pas mal du tout, et en suivi, ça déconne pas du tout, c'est meilleur que Canon. Et oui, je pèse mes mots, c'est meilleur que mon R3 au final. La cible reste la plupart du temps au bon endroit, puisque c'est un mode suivi, on n'est jamais à l'abri d'un moment où ce sera pas forcément stable, mais c'est pratiquement de la stabilité, niveau de stabilité d'un Sony, et donc voilà, c'est dans ce qu'on trouve le mieux au final, et c'est vraiment très bien. Les modes de détection sont aussi étonnamment vraiment très très bon. Détection des animaux, des êtres humains, ça marche vraiment parfaitement. Et je suis très très content de l'autofocus là-dessus, j'ai très très peu de ratés, et donc c'est vraiment très bien pour profiter de la définition de ce 40 millions de pixels. Cependant, j'ai pas parlé d'un truc, et c'est la rafale. Et là, c'est un peu la catastrophe au final, parce que, ça a ce syndrome Fujifilm, où l'appareil photo, quand il y a du blackout et dès qu'il voit plus sa cible, il va se mettre à essayer de chercher un peu trop la cible plutôt que d'essayer de rester accroché et d'attendre. Oh, je l'ai retrouvé, ce que fait par exemple le R3, dès qu'il voit plus sa cible, il va attendre un tout petit peu. Et donc voilà, ça rend l'autofocus plus agréable et on voit vraiment, plutôt que d'avoir est-ce que celle-là est nette, celle-là est floue, comme ce qu'on pourrait avoir sur la 7 IV qui, contrairement à lui, a que 10 images par seconde, donc plus de blackout que les 15 images par seconde de ce boîtier-là, et des fois, sans comprendre pourquoi, il y a des moments où le focus est vraiment
plus au bon endroit, et donc il met du temps à revenir. Donc le problème, c'est que les 15 images par seconde en mécanique, et même les 13 en électronique, eh ben, c'est pas forcément très intéressant là-dessus, puisque vous aurez jamais toute la séquence qui est nette ou exception. Mais oui, sur l'obturateur électronique, vous n'aurez pas le même nombre d'images par seconde. Maintenant, par exemple, chez Canon et chez Panasonic, on a jusqu'à 30 images par seconde, et le X-H2S fait 40 images par seconde en obturateur électronique. Là, ici, c'est pas le cas du tout. On est à 13 images par seconde, et si on veut aller jusqu'aux 20 images par seconde, ce que fait par exemple le Canon EOS R5, eh ben, on perd de la définition, et donc on se retrouve autour des 24 millions de pixels là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu problématique, et ça fait que pourquoi acheter cet appareil photo pour faire de la rafale quand on sait que le X-H2S aura une définition plus élevée à 40 images par seconde avec son nouveau firmware version 3, me semble-t-il, enfin son nouvel autofocus amélioré qui apparemment fait des merveilles, et en plus voilà, vous aurez une rafale à 40 images par seconde. Donc c'est pas de ce côté-là que vous devez chercher. Et les performances en obturation électronique c'est pas flagrant que ce soit meilleur qu'en mécanique. Donc peut-être que c'est pas forcément le blackout, c'est juste que l'autofocus a un problème dans son algorithme qui fait que il peut pas tout le temps rester concentré, donc il y a peut-être comme une partie de processeur ou de calcul qui est mal fait derrière, et qui fait que, bien que l'autofocus soit très bon initialement, il y a des petits problèmes au final. Mais de manière générale, hein, pour faire des photos une par une, ce sera intéressant. Donc, est-ce que c'est intéressant en animalier? Oui et non, puisque vous aurez plus de définition qu'un X-H2S, mais vous aurez du rolling shutter si vous utilisez l'obturateur électronique, mais vous n'avez pas forcément des meilleures performances, puisque vous avez 15 images par seconde en mécanique. Donc soit vous utilisez ça en espérant avoir assez d'images nettes, soit vous utilisez en photo par photo, mais c'est une approche vraiment plutôt du passé, des réflexes avant qu'ils aient une rafale décente. Donc, est-ce que ça vous plaira, ou est-ce que vous préférez acheter un X-H2S? Ça, c'est libre à vous. Il en reste qu'en photo, ça reste un appareil photo assez exceptionnel. Si vous faites du portrait, si vous faites des paysages, si vous faites un peu de la photographie, même, si vous n'avez pas de sujet particulier, et que vous voulez 40 millions de pixels, mais que vous n'avez pas forcément besoin de la rafale, eh ben, il sera très intéressant ce boîtier. Et du coup, j'ai plus grand chose à dire sur la photo, donc on va passer en vidéo. Le capteur est très intéressant en photo, et ben, cet appareil photo, le Fujifilm X-H2, se trouve le plus généreux en vidéo, même s'il y a des choses qui manquent en termes de codec, de qualité d'image, de définition. On a de très très bonnes choses dans ce boîtier, et si c'est la qualité d'image qui vous intéresse, eh ben, le boîtier sera vraiment très intéressant. On a de la 8K, de la 6,2K, de la 4K oversamplée. D'ailleurs, la 6,2K est oversamplée aussi, de la 4K 60 images par seconde qui ne sera pas oversamplée, et vous avez aussi l'option d'avoir le 24, 25, 30 images par seconde qui ne seront pas oversamplées non plus. Et on a 2 4K à 1080p qui sera disponible en 7 neuvième et 17 neuvième. À savoir que le 8K et le 6,2K, comme c'est des définitions plus élevées et qu'à mon avis l'oversampling 6,2K est un petit peu compliqué à faire, et ben on a le 16 neuvième du 8K, parce que c'est un capteur basé sur du 16 neuvième 8K, enfin sur du 8K ultra, je sais pas si on dit ultra HD pour la 8K, mais pas de la vraie 8K ou de la vraie 4K, mais en 4K on aura du 4096 par 3160, ce qui est assez intéressant de ce côté-là. Du côté du log, c'est là où on aura la chose la plus intéressante là-dessus. On a le F-Log2 comme le X-H2S, et bien que le marketing dise qu'on n'a pas une dynamique aussi bonne sur le X-H2, c'est pas vrai, ou du moins c'est pas vrai tout le temps. Lorsque vous avez tous les modes oversamplés, donc de 24 à 30 images par seconde en 4K et en 6,2K et 8K, eh ben on a la même dynamique que ce qu'on avait sur le X-H2S, et ce qui est assez intéressant. Et après, même si comme le capteur est un petit peu différent, on a des lots directement disponibles différents pour le X-H2 et le X-H2S. Mais voilà, la dynamique est similaire. On a l'oversampling 8K là-dessus, donc la qualité devrait être similaire, voire un petit peu meilleure à certains ISO que le X-H2S. Pas forcément tout le temps, puisqu'au bout d'un moment, je pense que le X-H2S reprendra l'avantage.
Mais c'est vraiment très très bon en qualité d'image de ce côté-là et c'est vraiment un plaisir de travailler ces fichiers. On a des LUT, comme je vous l'ai dit, qui sont donnés par Fuji, mais par contre il faut faire attention. Il y a un fichier que je trouve intéressant, c'est un Color Space Transform Flog2 vers Flog2 Rec 709. Et je l'ai trouvé si intéressant que j'ai basé mes LUT Sony, enfin, personnel Sony et même Canon, qui marche mieux d'ailleurs sur le RAW que sur, puisque c'est du C-Log2, que sur le C-Log 3. Et bien ce que vous voyez ici, c'est basiquement ça, retouché pour avoir des couleurs qui sont plus neutres avec le Sony. Et donc voilà, c'est vraiment très bien de ce côté-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez utiliser les lots de conversion, donc ils vont vraiment inclure tout le set de couleurs, donc sans avoir à modifier le contraste et certaines couleurs, dans le Fujifilm X-H2, vous avez l'Eterna et le Bleach Bypass. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument exposer à 0 avec ces lots-là. Parce que si vous ne le savez pas, un LUT, c'est à la fois, quand ça donne un look à votre image, et c'est à la fois, comment dire, dédié à une exposition. D'ailleurs, il y a des personnes qui créent des LUT qui disent vraiment si c'est pour 0, 1 stop, 2 stops. Donc si vous aimez surexposer, il y a certaines personnes qui proposeront des LUT payantes, bien évidemment, qui s'adapteront plus à l'exposition que vous voulez, mais ces LUT-là, il faut vraiment les exposer à 0. Et là, ça marche vraiment plutôt pas mal. Je suis pas vraiment fan, par contre, des LUT Fujifilm. Et donc, voilà. Moi, je préfère utiliser le Color Space Transform parce que je peux faire toutes les retouches que je veux. À savoir que un LUT contient des informations de highlight roll-off, de genoux et de contraste et de choses dans le genre, donc retoucher par-dessus, ça peut plus dégrader l'image que de prendre directement un Color Space Transform, ce qui sera de base, de toute façon, dans DaVinci, si vous utilisez DaVinci. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on a des options qui sont disponibles, et c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et puis voilà, donc je vous ai parlé des modes oversamplés, le problème des modes non oversamplés, et c'est là où on peut dire qu'il n'y a plus la même dynamique que sur le X-H2S, en 60 images par seconde et en 24, 30, 24, 25, 30, 50, on aura pu, si on n'utilise pas l'oversampling, donc par exemple si on n'aime pas trop le piqué, qu'on veut quelque chose d'un peu moins piqué, ça peut être une option. Sauf que là on a une diminution drastique de la dynamique et ça s'opère un peu comme sur le C-Log 3 où on perd dans les basses lumières, donc il faudra exposer un petit peu plus au-dessus pour avoir quelque chose d'intéressant, mais vous aurez de toute façon des informations qui seront perdues dans les basses lumières. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais après, voilà, si vous aimez le look et que ça vous dérange pas, ça marchera bien de ce côté-là. Ne vous priez pas d'utiliser 60 images par seconde si vous voulez avoir le 8K, mais sinon, si vous voulez avoir une qualité d'image sans compromis, utilisez le X-H2S. Au final, ce sera bien mieux pour vous. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que le 60p a un crop de 1.14, j'ai failli pas réussir à la sortir celle-là, donc ce qui est un petit peu dommage. Après, il y a des outils qui sont intéressants chez Fujifilm, à savoir que vous pouvez, comment dire ça, obliger tous les modes à avoir le même crop maximal que ce que vous utilisez. Après, vous pouvez vous dire sur quoi se base ce crop. Et ben, par exemple, si vous êtes en 4K non HQ, il va se baser, bien évidemment, sur le fait que le 60p soit en 1.14. Et si vous avez la stab électronique en plus, et ben ce sera 1.25. Il faut savoir une chose sur la stab électronique, c'est qu'elle n'est pas disponible en mode HQ, donc tout ce qui est oversamplé, donc 8K pas disponible, 6,2K pas disponible, 4K HQ pas disponible, et si vous utilisez le ProRes, ce ne sera pas disponible non plus. Donc il y a ces deux choses à ne pas mettre pour avoir la stabilisation électronique. Mais de ce que je sais, ça marche pas vraiment très bien. On en parlera juste après. Ce qui sera intéressant sur le boîtier, c'est tous ces codecs avec une profondeur de couleur de 10 bits, mais on aura les 8 bits sur l'H264, ce qui est un petit peu dommage. Et aussi le sous-échantillonnage qui sera 4.2.0 ou 4.2.2, donc ce qui est plutôt pas mal pour le 4.2.2. Et on aura aussi du RAW, donc du Blackmagic RAW ou du ProRes RAW, là où on aura du 12 bits en profondeur de couleur, et après on n'aura pas de gestion des couleurs, donc du RVB direct, donc ce sera à vous si vous voulez faire de l'export, de pouvoir faire par exemple du ProRes 444, si vous voulez que ce soit moins lourd que votre RAW,
pour, par exemple, faire du fond vert beaucoup plus tranquillement ou juste directement utiliser le RAW si ça vous plaît comme ça. Donc c'est assez cool. Par contre, il y a des choses à noter dans les codecs qui sont un petit peu étranges, notamment dans les choix de bitrate. Donc l'H265, donc vous serez content d'apprendre que vous pouvez utiliser une SDV90 avec. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça utilise la limite ce qu'on appelle du V-rating. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de mégabits par seconde, c'est pas le nombre de MO par seconde de vos cartes, hein. Sachez-le, un MO, c'est 8 octets. Donc en fait, il faut multiplier par 8 la valeur d'écriture supportée, hein, pas d'écriture maximale, parce que c'est des données qui ne sont pas vraies. Donc quand je vous parle de supporter, par exemple pour la CF Express de Tibet, c'est vraiment 800 MO par seconde supportés. Donc c'est 800 fois 8 pour arriver au nombre de mégabits par seconde de votre codec pour enregistrer la carte. Voilà. Donc pour la SD, ça ferait 90 x 8, ce qui fait 720. Ah, il se trouve que en H265, on peut enregistrer maximum 720 mégabits par seconde. C'est intéressant pour avoir beaucoup de données. En 8K, c'est très très bien. Mais le problème, c'est qu'en All-Intra 422, on n'a que 720 et 360. Donc, je ne vois pas l'intérêt en 1080p d'avoir que 720, parce que dans tous les modes ce sera pareil, d'avoir 720 mégabits par seconde. Et du coup, ça crée un espèce de paradoxe où du ProRes en 1080p est moins lourd que du H265 en 1080p. Parce que j'ai vraiment fait mes tests de surchauffe, et donc j'ai pu m'apercevoir que la durée d'enregistrement de l'appareil photo se corrélait avec la taille des fichiers, et que le ProRes, commençait à prendre de l'avantage en termes de temps d'enregistrement à un certain moment, dû à ce même mégabit par seconde. Mais le pire, c'est bien évidemment la taille des fichiers, parce que ça s'indexera très peu sur la taille. Certes, ça s'indexe un peu, mais surtout sur le bitrate. Donc ça veut dire que en 1080p, H265, en 422 All-Intra, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir cette All-Intra. Et ce qui est très étrange, parce que lorsqu'on passe en long hop, toujours 422 10 bits, on a accès cette fois à tous les bitrates. Donc 720, 360, 200, 100 et 50 mégabits par seconde. C'est bien d'avoir des options, je ne dis pas le contraire. Mais c'est bien d'être guidé vers le bon nombre le bon mégabit par seconde. Et en plus, le pire, c'est que ça entraîne une performance en termes de montage qui est pas exceptionnelle, hein, même avec des ordis très très puissants, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ce nombre de mégabits par seconde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le H265 est très très compressé. Donc au final, vous n'avez pas besoin d'un nombre de mégabits par seconde très très élevé pour avoir une qualité assez bonne parce qu'il y a déjà quelque chose dans la compression du fichier, donc c'est pas très bien géré de ce côté-là. Fujifilm a juste fait un copier-coller en disant ça passera de ce côté-là. Mais ce qui est bien, c'est que comme on a le ProRes LT 422 et HQ, parce que je les ai dit à l'envers, donc je me demandais ce qui se passait. Et donc là, de ce côté-là, ce sera vraiment bien. Donc bien évidemment, on a une baisse en nombre de mégabits par seconde à chaque fois qu'on passe de HQ 422 à LT, mais en plus, en fonction des définitions, les débits changent. Donc vous pourrez voir ça sur la fiche produit du XH2, je vais peut-être pas vous les mettre ici, mais tout est vraiment très très bien détaillé, et voilà, c'est plutôt cool de ce côté-là, et c'est pour ça que le 1080p s'en sort mieux en ProRes que lorsque vous êtes en H265. Et le gros, sa perdant de la bataille, c'est le H264 qui se retrouve que en 8 bits, donc je le considère même pas, je vous le conseille pas, ce qui est un petit peu dommage. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on est en point MOV. Donc, contrairement à Canon qui fait tout le temps du MP4 et qui vous limite à du 16 bits en audio, donc du 46 kHz 24 bits, là on a du 16 bits, là on a du 46 kHz 24 bits lorsqu'on est en MOV, et il y a un réglage H264 qui va être en MP4. Mais pour tout le reste, vous aurez de l'audio, même dans votre jack 3.5, qui sera de qualité, même si c'est toujours mieux, par exemple, d'utiliser le CA XLR 2DF pour avoir deux sorties XLR en direct, en audio numérique, et en plus d'avoir la possibilité d'avoir 4 pistes, dont le micro du boîtier, ce qui est vraiment plutôt pas mal de ce côté-là. Donc en termes de qualité d'image, de ce que ça peut faire, il y a un petit peu des compromis, mais c'est vraiment une très très bonne machine pour du 8K. On a aussi, ce qui va être disponible, du 100p jusqu'à 240p, donc voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce boîtier-là,
qui n'est pas le cas dans d'autres, c'est qu'on n'a pas de différence NTSC PAL. Pourquoi je trouve ça intéressant? Eh ben, par exemple, pour faire du ralenti. Qui vous dit qu'on ne peut pas prendre du NTSC et se dire je vais le mettre sur du 25p? Par exemple, dans Premiere, vous pouvez déterminer la vitesse en pourcentage. Donc si vous faites votre calcul, vous pouvez retourner du 60p vers le 25p. Et ça marche vraiment plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir le NTSC et le PAL en même temps. Ça permet d'avoir quand même des facteurs de ralentissement qui sont plus élevés parce qu'on ne peut pas passer du NTSC au PAL. Enfin voilà, assez intéressant. Et en 1080p, comme je vous l'ai dit, ou pas dit, on a du 100p jusqu'au 240p, mais c'est ralenti direct, donc vous n'aurez pas le son, vous pouvez le faire en 16 neuvième ou 17 neuvième, et vous avez accès au ProRes et tout ça, je crois, oui c'est ça. Et ce qui sera intéressant, c'est que vous pouvez le ralentir comme vous le voulez, donc 24p, 60p, 30p, voilà, comme vous le voulez. Et c'est très très bien de ce côté-là. Par contre, lorsqu'on est en ralenti, vous serez obligé de le mettre vers du NTSC ou vers du PAL. Voilà, c'est juste le petit truc dommage de ce côté-là. Donc, en qualité d'image, c'est vraiment très très bon. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, par contre, pour ce qui est du ralenti, je vous conseille de rester à l'ISO de base, à savoir 1000 ISO, parce que ça se dégrade très très vite en qualité. Et ça devient très très vite, beaucoup d'aliasing, et donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de la surchauffe sur ce boîtier? Vous l'avez peut-être attendu, c'est mon test qui a pris le plus de temps sur le boîtier. Donc ça m'a pris, honnêtement, dans les 1 mois. Vraiment pour faire tous les tests, parce que j'ai un carnet entier avec tout ce que j'ai testé dessus. D'ailleurs, j'ai perdu des rushs, et donc pour mon prochain test, j'ai déjà préparé tout ce que j'allais faire et comment j'allais le noter pour ne pas avoir ce problème-là. Mais voilà, il marche vraiment très très bien. Il a jamais surchauffé ce boîtier, et j'étais autour des 25-26 degrés, sachant qu'il y avait plusieurs enregistrements sur Power Delivery, donc qu'augmente la température interne, puisque si vous le savez pas, il y a une carte bien évidemment pour gérer le rechargement à l'intérieur, qui fait que le processing dans le boîtier fait que ça chauffe plus, et j'ai pas eu de problème. Mais le cas échéant, vous avez encore la possibilité de mettre le ventilateur ici, qui sert aussi en photo, ce qui peut être intéressant par exemple lorsque vous faites de la photo d'étoiles. Le seul problème, c'est qu'il faudra l'enlever à chaque fin d'utilisation pour pouvoir ranger votre boîtier dans le sac. Et c'est pas l'idéal. Mais en termes de surchauffe, ça marche très très bien. Et en termes d'autonomie de batterie, on est sur quelque chose de vraiment intéressant. On est souvent autour des 2 heures, donc de 1h45 à plus de 2 heures, voire même 2h30. Hein, ça arrive avec les enregistrements Full HD. Ça marche vraiment très très bien là-dessus. Et lorsqu'il est mis sur Power Delivery, si on utilise le long GOP, la 8K, j'ai réussi à faire 7h19. À noter un petit problème cependant, c'est que l'appareil photo n'est pas donné comme ayant une limite d'enregistrement, mais il en a une vraiment, et c'est assez étrange, c'est que il y a un pourcentage de limite par rapport à la possibilité d'enregistrement que vous avez. Je ne sais pas si c'est le buffer ou la façon d'enregistrer qui fait ça, mais par exemple, vous avez, je vais regarder, j'ai pas mon truc ici, je crois que c'est dans les 10h19 d'enregistrement, je vous le mettrai ici, et il va systématiquement vous mettre moins. Donc j'enregistre, j'ai dans 10 heures qui est disponible, j'aurai 7 heures d'enregistrement, mais je pourrais encore enregistrer les 3 heures après, ce qui est assez étrange. Par exemple, la carte CF Express de type B, en ProRes HQ pour faire le 8K, j'ai 30 minutes de disponible, sauf que je peux en enregistrer que 23, et après je peux en enregistrer 5 minutes, et après je peux en enregistrer un peu moins jusqu'à ce que la carte soit remplie. Donc j'ai fait plein de tests comme ça, où j'arrivais à faire en sorte de remplir la carte, mais à chaque fois ça me mettait des enregistrements plus petits. Donc c'est un fait notable sur le boîtier qui est assez étrange, mais ce que vous indique l'enregistrement, il faut bien regarder, vous avez une indication, vous commencez l'enregistrement, et ça va changer. Donc faites bien attention à ça, c'est un petit peu étrange, c'est une particularité du boîtier, mais j'ai quand même enregistré plus de 7 heures de 8K là-dessus en long GOP, donc ça marche plutôt bien, hein. Sur la 4, j'ai fait 10 heures d'enregistrement long GOP, mais c'était que du 4K au final, donc voilà, pour moi le boîtier il marchera très très bien pour la surchauffe. Alors il n'est pas testé bien évidemment à 40 degrés, mais à part Panasonic, aucun boîtier n'est fait pour ne pas surchauffer à 40 degrés. Mais ça marche vraiment plutôt bien pour mes tests de ce côté-là. Là où le bas blesse, c'est
pas en qualité d'image parce que Fujifilm a mis le paquet. C'est plutôt en fonctionnement opérationnel que le boîtier souffre énormément, ou souffre dans des domaines où ça ne devrait pas être le cas si vous voulez utiliser l'appareil photo professionnellement. Il y a quelques détails, mais ça devient très très vite ennuyeux. Bon, déjà, parlons de l'autofocus. Bien qu'il soit, comment dire ça, assez brut de décoffrage avec pas vraiment beaucoup d'options, on a juste 2 zones. On a la zone complète et la zone et une petite zone qui n'est pas réglable en dimension, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, on a tous nos modes qui sont préservés de détection de l'œil et tout ça, et ça marche pour moi vraiment très très bien. En 8K, j'ai réussi à faire de l'enregistrement, comment dire ça, avec un autofocus meilleur que sur mon Canon EOS R3, suivant les situations, et sinon ça l'égalait carrément. Donc j'ai pas de problème avec ça. Il y a juste, pour moi, des petits problèmes d'algorithme dans la façon dont est gérée la vitesse et l'ouverture. Je ne sais pas comment ça marche là-dessus, parce que j'ai fait mon test pour voir les displays, pour vous montrer comment s'affichait l'autofocus sur l'œil, et j'ai noté une chose, donc déjà, une bonne chose sur le XH2, ça gère très très bien la fermeture de l'ouverture. C'est assez bizarre de dire ça, mais contrairement à un Canon qui dépassait f10 sera incapable de faire l'autofocus, là ça marche comme sur un Sony, il n'y a aucun problème, et même ce sera limite des fois plus simple pour lui de faire l'autofocus. C'est pour ça que je dis que l'algorithme est un petit peu étrange, et vous allez me dire c'est logique qu'un appareil photo, quand il est plus fermé, fasse mieux la mise au point, sauf que non. C'est, comment dire ça, il faut balancer ça avec le fait que lorsque vous avez vos nombres de V de détection donc en basse lumière par exemple, donc le réglage où il regarde jusqu'où peut faire un appareil photo peut faire l'autofocus, et ben en fait, la grande ouverture, il y a plus de lumière qui rentre, donc en fait, il voit mieux les choses à pleine ouverture, mais comme il y a une petite profondeur de champ, c'est peut-être plus difficile pour lui de faire l'autofocus. Mais inversement, il y a peut-être une plus grosse profondeur de champ, mais lui, il a moins de lumière, donc lui, il voit quand même moins bien les détails. Donc voilà, les deux se compensent en général, et dans un système comme Sony, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes lorsque vous allez, fermer et être à ouverture maximum, maximale, donc l'autofocus sera équivalent. Ici, j'ai constaté, je faisais l'autofocus à f13, ça marchait parfaitement bien, j'étais assez étonné, je passe à f1.4, et là, je me suis dit, waouh, sur les autres appareils photo, c'est pas aussi visible que ça. Là, il a vraiment du mal. Si vous êtes en lent sur l'appareil photo, ne comptez pas faire de l'autofocus à grande ouverture. Vous pouvez rester en réceptif, donc le paramètre maximal sur le suivi du sujet, donc il va rester accroché dessus. Mais lorsque vous passez d'une petite ouverture à une grande, il va falloir augmenter la vitesse de manière drastique pour que ça marche. Et pour moi, c'est un problème d'algorithme, hein. C'est juste qu'il n'arrive pas à s'adapter. Voilà, il voit pas, comme par exemple chez Sony, je pense que il s'adapte automatiquement à chaque ouverture pour que ce soit doux en fonction des ouvertures, ce que ne fait pas du tout, par exemple, le Fujifilm X-H2. Donc pour moi, c'est juste, voilà, c'est une question de processing dans l'appareil photo. Mais sachez que du coup, à chaque fois que vous allez changer d'ouverture, il va falloir également réussir à, mettre les bons paramètres autofocus, qui peut être ennuyeux de devoir changer à chaque fois la vitesse pour avoir quelque chose de correct lorsque vous filmez. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. En parlant aussi d'ouverture, il y a un gros problème chez Fujifilm qui n'a pas été réglé avec ce boîtier, c'est le stepping lorsque on change d'ouverture. Voilà. Donc vous ne pouvez pas utiliser de mode P ou de mode priorité vitesse sur le boîtier, parce que si vous êtes professionnel, ça ruinera vos prises de vue, parce que tout simplement, le boîtier, quand il change d'ouverture, c'est pas doux. Genre, il va vraiment faire l'ouverture va s'ouvrir d'un coup, et donc vous aurez des sautes d'exposition, voire même il va ouvrir, refermer. Donc c'est assez problématique, c'est pas juste, vous allez avoir un gap, comme ce qu'on peut avoir, ou ce qu'on pouvait avoir avant sur un Mavic 3 qui a été corrigé avec des firmware, où l'exposition elle pouvait sauter. Là elle saute pas, comme si il y avait votre œil qui se fermait, elle s'assombrit pour se rééclairer juste après, et c'est pas du tout agréable. Et lorsque vous faites des shoots pro, constatez ça, parce que ça se voit pas forcément sur l'écran arrière, et c'est un petit peu problématique. Donc vous êtes obligé d'être au final en manuel ou en mode priorité ouverture.
avec les ISO auto. Donc c'est pas la manière optimale de filmer et c'est vraiment dommage de ce côté-là. Pour le côté run and gun, on repassera ici. De même, j'ai constaté un problème avec les objectifs Fujifilm. Ils n'ont pas de mise au point linéaire. Même quand vous indiquez mise au point linéaire dans l'appareil photo, ça ne change rien. L'objectif fait absolument n'importe quoi en mise au point manuel. Et c'est un problème parce que vous pouvez pas faire de mise au point douce, parce qu'il n'y a même pas de transition, c'est même pas juste le fait que ce soit pas linéaire, il n'y a même pas de transition correcte, en fait, ça fait des à-coups. En fait, à chaque fois que vous voulez faire une transition, c'est problématique. C'est pour ça que j'adore aussi ces optiques Viltrox, parce que elles sont pas spécialement adaptées à l'UI de l'XH2, enfin de la façon dont l'algorithme marche là-dedans. C'est sa propre façon de penser, même si c'est adapté au Fujifilm X-H2, et donc la mise au point linéaire. Donc en fait, si vous voulez faire de la mise au point manuelle, c'est mieux d'avoir des optiques tierces, bien évidemment, comme Sigma ou ces Viltrox, qui vont avoir quelques défauts, j'en parlerai dans le test de ce 13 mm f1.4, mais au moins vous pouvez faire le focus manuel tranquillement, parce qu'il y aura toujours des moments où soit vous n'avez pas besoin de la mise au point manuelle, soit la mise au point automatique n'est pas possible, pardon. Et donc voilà un petit peu les petits problèmes qu'on peut avoir en termes de hardware et software là-dessus. Après, il y a des options qui manquent et qui me manquent vraiment beaucoup parce que mon Fujifilm, mon Sony A7 IV me sert notamment à faire tester d'autres boîtiers pour faire la surchauffe, enfin pour faire les tests de surchauffe. Là, il n'y a ni timelapse, ni SNQ là-dessus, et je trouve que c'est un gros manque, parce que c'est des choses qu'on aimerait voir sur un boîtier comme ça. Tous les autres le font. Bon, certes, Sony, il fait soit le SNQ, soit soit c'est chez Canon le timelapse. Panasonic fait aussi le SNQ, je ne sais pas s'ils font le timelapse. Il faudra que je vois ça. Mais là-dessus, on a aucun des deux. Donc pour moi, c'est un gros manque et c'est ce qui fait que ça pourrait même pas être l'appareil photo que je garde comme appareil photo hybride principal pour faire mes photos et mes vidéos parce que je peux pas remplacer mon A7 IV par un XH2. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Il en reste que pour un APS-C, à la fois en photo ou en vidéo, la qualité est vraiment assez exceptionnelle. Il reste un point dont j'ai pas forcément parlé en photo, mais c'est pas aussi critique qu'en vidéo, qui fait encore un point où je peux pas, foncièrement utiliser l'appareil photo sans problème tout seul, en n'ayant pas peur d'un truc, c'est la stabilisation là-dessus. Soit elle est inexistante, soit elle est, trop forte. Et c'est un phénomène assez étrange. On a ce phénomène chez Panasonic, ou même plus chez Canon, où on a du wobbling, mais une stabilisation qui se fait plutôt bien, où on sent pas les mouvements, où, par exemple, le A7 IV, le problème que j'ai, c'est quand je m'arrête et je marche assez fort, on sent le coup dans l'appareil photo, mais je trouve que la stabilisation est plutôt correcte la plupart du temps lorsqu'on est en statique. Là-dessus, ni en statique, ni en marchant, ni en faisant quoi que ce soit, la stabilisation est correcte en vidéo. Il y a toujours un problème, l'appareil photo bouge tout le temps, la stabilisation ne sert à rien. Et quand on est en fixe, on pourrait se dire ça marche, mais par exemple avec le Viltrox, je constate que, et je pense que c'est surtout le grand angle, on voit que comme on a un type de wobbling particulièrement distrayant, c'est distrayant d'avoir tout qui bouge, mais en fixe, normalement, ça bouge pas trop. Vous allez avoir quelques... Mais là, c'est juste le capteur qui va bouger de côté à côté, alors qu'il n'a pas besoin de le faire au final, et c'est assez perturbant, que ce soit dans le mode normal ou dans le mode boost. Pour moi, j'ai pas vu d'évolution. Après, comme tout, ça s'améliore lorsqu'on a un champ de vision beaucoup plus réduit, donc sur le 17 mm, ça marche vraiment, le 18 mm, pardon, ça marche vraiment très très bien. Mais mieux, on va dire ça comme ça, mais c'est un angle trop resserré, par exemple, pour faire du vlog, et ça m'embête beaucoup d'utiliser un appareil photo comme ça, qui n'arrive pas, même en statique, à stabiliser mes mouvements correctement, et donc, voilà, c'est un petit peu le gros problème que j'ai avec ce boîtier. En termes d'utilisation vidéo, il faudra utiliser forcément un gimbal avec, et là, la stabilisation marche vraiment très bien, puisque moi j'utilise la stabilisation sur mon gimbal pour un petit peu aider et rendre le tout un petit peu plus doux, parce qu'on peut des fois pas aimer l'aspect, comme la stabilisation de votre... Je sais pas si vous avez déjà regardé comment on marchait,
Notre tête est très bien stabilisée, sauf qu'avec les à-coups de nos pieds, on a des micro-vibrations de ce qu'on voit de loin, et ce qui est à peu près comment marche un gimbal, et une stabilisation sur le capteur peut permettre de juste modifier ça. Quand elle prend en compte les mouvements du stabilisateur, il n'y a plus de wobbling dedans, et donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, la stabilisation là-dessus, ça a vraiment été un gros problème pour moi, et je pensais pas en fait, au final, attacher trop d'importance à l'absence de stab. Mais là, voilà. C'est vraiment un gros bémol pour moi sur ce boîtier, ça marche vraiment pas bien du tout, hein, que ce soit en mode, comment dire ça, normal ou en mode boost. C'est, il me semble, un des seuls appareils photo qui est capable d'utiliser le moniteur en direct et d'être directement branché dessus et être vraiment en phase avec. Genre, voilà, la première fois que j'ai branché mon enregistreur dessus, moniteur enregistreur, c'était ah ouais, ça marche comme ça. Vous ouvrez l'écran, vous pouvez voir votre écran, avoir tous les affichages que vous voulez, les modifier pour donner l'affichage, comment dire ça, mettre l'affichage des informations qui seront sur les deux écrans en final. Mais l'affichage des informations, le seul problème c'est que vous voyez dans les menus lorsque vous êtes sur votre moniteur. Mais dans tous les cas, ce que vous le voyez sur les deux écrans. Donc c'est pas comme sur d'autres boîtiers. Et on a toute la fonctionnalité du boîtier comme c'était le cas avant, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment quelque chose de cool de ce côté-là. Mais voilà, c'est dommage que ce soit entaché par d'autres problèmes qu'a le boîtier. Donc voilà, en termes d'utilisation, le boîtier a un autofocus vraiment très très décent, hein, j'ai pas de problème avec. Si vous cherchez juste un boîtier qui a une qualité d'image exceptionnelle, ce sera l'appareil photo pour vous. Mais quelque part, il manque de certains outils critiques que vous pourrez utiliser sur le terrain et qui font que il est utilisable, il n'y a aucun problème là-dessus, mais pour arriver à avoir une utilisation optimale, ce sera beaucoup plus compliqué que d'autres boîtiers, et c'est un petit peu dommage de ce côté-là, et c'est ça qui fait que choisir entre, par exemple, de la 8K et quelque chose de plus pratique, comme de la 6K en 3,5, ce que n'a pas ce boîtier, et ben ça vous fera peut-être soit choisir le XH2S, ou par exemple un boîtier sorti beaucoup plus récemment. Mais après, c'est suivant vos besoins. Moi, en fait, j'utilisais surtout ce boîtier-là, la 8K, surtout pour faire de la vidéo verticale, et c'est juste que pour moi, ce serait plus simple d'avoir de la 6K, comment dire ça, 3 demi, mais dans tous les cas, si vous cherchez au final soit un appareil photo hybride, photo-vidéo qui a une qualité d'image exceptionnelle dans les deux, c'est l'appareil photo qui sera pour vous, et si vous cherchez une caméra capable de faire à la fois du RAW 8K et d'être en fixe très très bonne, ou posée sur un gimbal et que l'autofocus vous va et tout ça, parce que moi je le trouve totalement utilisable cet autofocus, et ben c'est la caméra qui sera pour vous. Donc maintenant il va être temps de conclure, ça va être assez rapide. Cet appareil photo, c'est un peu un ovni aujourd'hui, surtout chez Fujifilm, où par exemple un X-T5 intéressera plus une certaine audience que ce XH2. Il en reste que, avec ce capteur 40 millions de pixels, c'est les meilleures performances que vous aurez sur un Fujifilm, et s'il n'y a que ça qui compte et que vous êtes fugiste, eh ben ce sera l'appareil photo qu'il vous faudra, et ça peut faire réfléchir certaines personnes qui veulent la 8K à moindre coût, et qui peuvent s'en servir correctement. Il en reste qu'il y a des petits défauts qu'il faudra combler. Par exemple, vous voulez la mise au point manuelle, prendre une optique tierce, que ce soit sur mon Viltrox, Sigma ou d'autres. Si vous voulez la qualité optique Fujifilm, prendre un Fujifilm, mais au détriment de la mise au point et de certaines petites choses. Et voilà, il faudra bien faire attention avec un appareil photo comme ça. C'est pas l'appareil photo ultime pour la flexibilité par exemple, mais en termes de qualité d'image, comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment très très bien et vous avez du choix en termes de codec. Et c'est un très très bon appareil photo aussi, avec un bon autofocus, une définition suffisante. Et si vous avez ce qui correspond à l'utilisation par exemple du pixel shift, ça marchera parfaitement bien. Et donc voilà, je ne vais pas vous dire que je vous conseille cet appareil photo puisque c'est votre comment dire ça, utilisation qui déterminera si l'appareil photo est bien ou pas pour vous, parce que bah, qui je suis pour déterminer ce que vous voulez, mais il en reste que c'est un très très bon appareil photo, peut-être pas le meilleur appareil photo pour moi, mais peut-être le meilleur appareil photo pour vous. Et je vous dire salut et à bientôt à la chambre noire de Goupil, j'allais oublier ça, bien évidemment. Salut.